Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Je vous en remercie. Je suis aujourd'hui aux côtés d'un homme qui a marqué les téléspectateurs de TF1 avec son émission Pascal le grand frère, une émission culte dans laquelle il remettait, vous vous en souvenez, des ados en difficulté sur le droit chemin. Aujourd'hui, c'est sur YouTube que vous pouvez le retrouver. Sa chaîne s'appelle Pascal et JM et elle cartonne également. Il s'agit évidemment, vous l'avez reconnu, de Pascal Sweetens. Bonjour Pascal. Bonjour, comment ça va ? Très très bien, et toi, je te retourne la question. Écoute, moi je vais bien, tout roule, mis à part la conjoncture actuelle où on peut pas faire ce qu'on veut, donc sinon en dehors de ça, tout va bien. On en reparlera tout à l'heure de la conjoncture. Alors déjà, un grand merci en intro d'avoir accepté de participer à ce podcast de Télé Loisirs. Le principe, tu le connais, il est très simple, tu vas nous raconter ton quotidien de papa, on va tout savoir. Tu as deux garçons, dont un qui est d'ailleurs dans ce bureau au moment où on se parle, mais on ne l'entendra pas. Dans ce podcast, on n'entendra que Pascal. Et je vais t'avouer que ça m'intrigue beaucoup de savoir si le Pascal qu'on a vu à l'écran avec des ados est le même avec ses propres enfants. Alors pour commencer, la traditionnelle question, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots tes deux fistons, tes deux garçons? Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils? Alors Luca le plus grand qui a 23 ans et Enzo le plus jeune qui a 22 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, Luca et Enzo? Alors Luca, il est éducateur sportif, il travaille avec moi dans la salle, donc t'imagines que petit, je lui donnais déjà de l'argent de poche, maintenant je le paye. Donc voilà. La roue tourne. Et Enzo, pareil, il est en école donc d'éducateur sportif. Et il passe son diplôme là dans quelques mois, donc j'espère qu'il va l'obtenir et puis on verra ce qu'on lui propose. Alors je le disais il y a quelques instants, il y a forcément une curiosité sur la façon dont tu as éduqué tes deux garçons. Je te vois sourire, je suis sûr qu'on te pose très souvent la question, est-ce que Pascal, le grand frère que tu as incarné à la télévision, ressemble finalement un peu au papa que tu es dans la vraie vie ou que tu as été quand tes enfants étaient un petit peu plus jeunes, étaient ados? Alors déjà, ils faisaient pas les mêmes bêtises. Tu vois, déjà, je pense que j'étais dur avec eux. Mais j'étais surtout ferme. Tu vois, quelle est la différence? La fermeté, en fait, c'est tu dois convaincre que dans ce qu'ils vont choisir comme direction, c'est pas forcément la bonne. Tu vois, ça c'est la fermeté. Et dans la fermeté, il y a du respect, il y a des valeurs. Tu vois, éducatives, le bonjour, le merci, le au revoir. Quand tu vois une mamie, tu l'aides à porter son sac. Quand tu ouvres une porte, tu regardes s'il n'y a pas quelqu'un derrière toi, donc tu tiens la porte. Enfin, ce sont des principes, je dirais, de base, de civisme en fait, et qui se perdent aujourd'hui. Donc moi, je leur inculquais ça avec leur maman. Et mais je pense que j'étais pas facile. Ouais. Papa ferme, mais fier de ses enfants. Ah, toujours. Ouais. Moi, en fait, mes parents ne m'ont jamais dit qu'ils étaient fiers de moi, mais tardivement, mon père, il me l'a dit quand j'ai eu 35 ans, quand il m'a vu à la télé pour la première fois, il m'a dit je suis fier de mon fils. Alors ça, c'est incroyable. Ça, on peut peut-être revenir dessus quelques instants. Ton papa, dur, tu l'as dit toi-même. Très dur. Violent même. Ouais, avec ma mère. Ouais. Et avec moi, mais c'était psychologiquement, donc c'était tu t'arriveras jamais, t'es un bon à rien, voilà, t'es nul. Ce papa des relations distantes jusqu'au jour 35 ans, tu passes à la télé pour la première fois, il te dit Pascal, je suis fier de toi. Oui. Il me dit je ne savais pas que j'avais un fils comme toi. Déjà, ça c'est la phrase qui m'a pas choqué mais qui m'a surprise. Et il me dit je suis fier de toi. Et c'est un truc que j'attendais depuis tout gamin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Ça t'apaise? Ça enlève parce que j'avais une boule au ventre. Et tu l'avais identifié, cette boule au ventre? Ouais, bien sûr. Je suis allé voir un psy, c'est marrant parce que je suis allé voir un psy à l'époque. Je connaissais mon problème, je savais que je devais lui parler. C'est fou, mais j'avais besoin de l'entendre. Qu'un tiers extérieur te dise il faut que tu parles avec ton père. Exactement. J'avais besoin qu'un professionnel me dise votre problème c'est ça. Et lorsque je lui ai évoqué un petit peu ma problématique, sans entrer dans le détail, sans lui donner justement de mots-clés qui me sortent ce que j'attendais en fait au final, il me dit mais monsieur, mais votre problème en fait c'est votre papa, c'est aller lui parler, c'est tout. Qui fait le premier pas? C'est mon père. C'est ça qui est fou. En fait c'est mon père. C'est lui qui me demande d'aller le voir et c'est moi qui l'appelle. Parce que la première fois, j'ai pas eu le courage de le faire. Donc je retourne voir le même psy. Il me dit, mais monsieur, je peux rien faire pour vous, vous allez bien. Allez voir votre père, bordel. Bon sang. Donc finalement, je l'écoute, j'appelle mon père, je dis, est-ce que je peux te parler? Il me dit, ça tombe bien, moi aussi. Ça a commencé comme ça, l'histoire. Et lorsque j'arrive chez lui, je me souvenais plus que la veille, l'émission avait été diffusée. Donc il avait regardé, bien sûr. Parce que voilà, il savait que je passais à la télé, etc. Et je rentre, je dis, bon voilà, tu voulais me parler. Il me dit vas-y, à toi l'honneur. Je dis non, je dis papa, vas-y. Mais j'étais prêt. Et je me dis heureusement que j'ai laissé parler parce que là j'allais balancer des trucs
que j'avais sur le cœur depuis tout petit. Et du coup, je pense qu'il aurait jamais après... Plus besoin de les balancer une fois qu'il te dit qu'il est fier de toi. Dès qu'il m'a dit ça, c'est pour ça, à tous les parents, s'il vous plaît, dites que vous êtes fiers de vos enfants, que ce qu'ils font, ça vous ravit, ça, la fierté, l'encouragement. L'encouragement, moi j'ai toujours encouragé mes enfants, même si j'étais... je pense que j'étais dur avec eux, mais je les ai toujours encouragés et j'ai toujours été fier, je leur ai toujours dit. Et quand ils faisaient des bêtises, je leur disais que j'étais pas fier. Là. Punition corporelle ou jamais? Non. Alors... C'est une question compliquée. C'est compliqué parce que j'ai mis une fessée une fois à Enzo. Il était petit. Il avait fait une connerie, donc fessée sur la couche, quoi. Même, je crois qu'il portait plus de couche. Et mon fils me dit, papa, j'ai jamais levé la main sur vous. Et Lucas me dit, si, papa. Un jour, tu m'as mis une gifle. Je dis, ah bon? Je m'en souvenais pas. Je dis, pour quelle raison? Il me dit, si je te raconte, je dis, tu me racontes, et puis on verra. Et en fait, alors mérité ou pas, c'est vrai que la gifle, c'est dur. C'est humiliant. Et j'ai regretté mon geste, je le dis, parce que ça, je sais que ça va faire parler. Ça va buzzer, c'est sûr. C'est sûr que ça va buzzer. Pascal a frappé son fils, ils vont mettre des gros titres. Mais la suite est importante. La suite est importante, c'est que... C'est un geste que tu as regretté. Bien sûr. Je l'ai regretté, et en plus, j'ai regretté juste après. Il a son bulletin de notes. Et je lui ai dit, voilà, les enfants, moi, ce que je veux, c'est que vous travaillez à l'école. Et le minimum, la moyenne, c'est 10. En dessous de 10, ça me plaît pas. Donc, sauf qu'un jour, il ramène une note inférieure à 10. Et il fallait signer le bulletin. Et je prends le carnet pour signer. Et je vois une signature qui n'est pas la mienne. Je dis, mais... Une contrefaçon. Et en fait, c'est quoi? C'est même aller plus loin. C'est qu'il avait la lettre... je crois qu'il avait eu un D. Il l'a transformé en B. Donc je vois déjà. Je dis, dis-moi, la lettre là, c'est bizarre quand même, ça ressemble pas à un B. Il dit, si, papa, c'est un B. Donc déjà, il me ment. Et puis, il signe. Et là, la main, elle est partie, quoi. Je lui dis, plus jamais et en fait, c'était fini. C'était la seule fois, c'était la dernière fois où j'ai levé, entre guillemets, je n'aime pas employer ce terme, lever la main, où il a été sanctionné. Voilà, c'était la seule fois. Parce que je suis pas pour la claque, je suis pas pour là, je suis pas pour ça, quoi. La violence, ça c'est quelque chose de très fort dont tu parlais, de ton papa à l'égard de ta maman. Ça, c'est des choses qu'on peut effacer. Non. Qui restent à vie. Dans ta mémoire. On pourra jamais effacer ça. Mon papa est décédé maintenant, donc personne n'aime, mais on peut pas pardonner non plus. Je peux excuser, je peux comprendre pourquoi. Ça a été, ma maman a subi ça, je peux comprendre pourquoi, mais pardonner, non. Ta mère lui a non plus jamais pardonné? Elle lui a pardonné, c'est quand il est parti. Avant qu'il parte? Non, quand il est parti. Quand il est parti. Ouais. C'est quand on l'a enterré sur sa tombe. Elle lui a pardonné à ce moment-là. C'est fou, hein. On évoque ce moment... c'est dur, hein. Là, c'est un moment qui est dur. Vous allez me faire pleurer, là. Ce drame, ton papa qui se suicide à l'âge de 74 ans, une épreuve terrible. Comment est-ce que tu réussis à la surmonter? Est-ce que c'est quelque chose, ça m'intéresse, dont tu as parlé avec tes enfants, ou au contraire, tu as voulu à tout prix les préserver? Non, on a dit la vérité. Oui. Avec leur maman, on a dit la vérité. Ils sont jeunes, ils ont quel âge, tes deux enfants à l'époque? Mon père, ça fait maintenant 10 ans. Donc, ils étaient jeunes, ils avaient 12-13 ans. Donc le suicide, c'est une notion extrêmement violente pour un préado. Oui. Et oui. Donc déjà, c'est pourquoi papy a fait ça. Tu te dis, ok, comment expliquer ça? Pourquoi il ne nous a pas laissé un petit mot? Parce qu'il ne nous a rien laissé. Et pourquoi il disait qu'il nous aimait et qu'il a fait ce geste-là? Parce que à ses petits-enfants, il a toujours dit qu'il les aimait, et à moi, jamais. Alors ça, c'est intéressant. Leur relation, tes enfants avec leur grand-père, avec ton père, était chaleureuse. Ah ouais, c'était un truc de fou. Il les voyait comme il ne me voyait pas, en fait. Voilà, tout simplement. Ou alors une manière de rattraper, peut-être, ce qu'il n'avait pas pu faire avec toi? Non, je pense qu'il a appris. Je pense qu'il a appris avec le temps à dire je t'aime, parce que dans sa famille, on ne disait pas ça. Et mon père a eu une enfance... pas forcément bonne, je dirais même presque maltraitante. Je suis désolé de dire ça vis-à-vis de ma famille, mais j'en ai rien à faire, parce que c'est la vérité. Des parents sévères, violents également? Non, en fait, ses parents se sont séparés. Mon père a une vraie sœur, parce qu'il a 8 demi-frères et sœurs, donc ils sont 9 dans la famille, donc 10 avec sa vraie sœur. Au moment de la séparation, c'est la première fois, tu sais que c'est un scoop, c'est la première fois que j'en parle de ça. Son papa se sépare de sa maman, sauf que le papa prend le fils et la maman prend la fille. D'accord. C'est qu'en fait, à partir du moment où ils sont séparés, il ne voit plus jamais sa sœur. Donc la famille se fracture. En deux parties, exactement. Et donc son père se met avec quelqu'un qui devient sa belle-mère.
avec qui il y a 8 enfants qui naissent. Donc voilà. Donc, et lui, comme c'est le demi-frère, donc c'est celui qui prend tout, quoi. Voilà, toutes les conneries, c'est André. Qui a fait ça, c'est André. Qui a fait ça, c'est André. Isolé contre le reste du clan. C'est après, ma famille pourra me dire ce qu'elle voudra. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Et ce qu'on m'a raconté, je pense pas que certains membres de ma famille soient des menteurs. Donc, je comprends que ces gestes qu'il a eus vis-à-vis de ma maman viennent de son passé. Mais pour autant, je les pardonne pas, je les excuse, mais je les comprends. Excuser, c'est même dur. Mais je les comprends. Mais aujourd'hui, tu es en paix avec sa mémoire, avec le père qu'il a été. Ouais, parce que ça sert à rien de remuer la haine indéfiniment. Aujourd'hui, il est plus là, de toute façon, ça change rien. Et du coup, ça sert à rien de garder cette haine-là, parce que moi, déjà, elle me blesse, elle m'affaiblit, et le but, c'est que moi, j'avance, de toute façon, malgré tout. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai pas eu le temps de dire à mon père que je l'aimais. Ça qui me fait le plus mal, en fait. Et là, vous entendez... Je te sens très ému. Ouais, oui, au sein de ma voix, oui, parce que moi, je dis à mes enfants que je les aime, tu vois, et je dis, putain, mon père me l'a même pas dit, quoi. Et pourtant, anecdote encore une fois, un jour, je suis avec mes enfants, on est chez leurs grands-parents, donc chez mes parents, et puis mon père dit à Lucanzo, oh, bon, mes petits-enfants, sachez que je vous aime, hein. Et puis t'as Enzo qui regarde, fait papy, pourquoi tu le dis pas à papa? Incroyable réflexion d'un enfant qui avait senti effectivement la distance entre toi et ton père. Pourquoi tu le dis pas à papa? Dis-le, il est là. Et puis je le regarde, il me regarde, il me dit rien. Et puis putain, c'est dur. Je te sens de nouveau très très ému parce que prends ton temps. Ouais, je prends mon temps. Et en fait, c'est par rapport à mes enfants, quoi. Ou Luca Enzo, je les regarde et je dis, vous inquiétez pas, c'est pas grave, tout va bien. Ils écouteront ce podcast, je vois des larmes, mais ils écouteront tout ce que tu dis. Ouais, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Dans quel état je peux être. Pascal, on va faire ascenseur émotionnel, on va partir sur des choses plus joyeuses parce que là, sinon, je crois que... Non, mais ça fait partie, là, effectivement, de la vie, ça fait partie des choses et c'est effectivement, tu es très sincère dans ce que tu racontes. Moi, je suis quelqu'un de vrai, tu vois, je veux pas parler d'un truc et cacher mes émotions. Je les ai énormément cachées à une époque. Je me dis maintenant, si je pleure, j'en ai strictement rien à faire. Je pleure et voilà, et alors. Allez, thématique plus positive, plus joyeuse, ta notoriété, son impact sur tes deux garçons, ça m'intéresse aussi. Je le disais en intro, tout le monde te connaît, Pascal le grand frère, c'était des millions de téléspectateurs sur TF1 en toute franchise. Vraiment, Pascal, est-ce que cette notoriété a pu être pesante ou non? Pas du tout pour tes enfants. Oui. C'est-à-dire... Je confirme. Pesante de fou. C'est-à-dire ils m'ont même fait la réflexion d'ailleurs. Partout où on allait, que ce soit en vacances, aller faire des courses, etc. Les gens m'interpellaient et en fait me posaient des questions sur leur problématique, me racontaient leur vie. D'accord. Donc un peu le coach de tous les instants. Mais je te jure, dans la rue. C'est ça. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Dans la rue, quoi. Je veux dire, j'ai pas de temps. Et puis on fait les courses, mes enfants sont à côté de moi. Ah bonjour, vous êtes Pascal. Je peux vous poser une question? Je dis oui. Tu sais, moi je suis quelqu'un, j'écoute. Je dis oui. Allez-y. J'ai mon ado qui a. Et là j'ai mon ado. C'est quoi? C'est exactement ça. J'ai mon ado qui est comme ceci, comme cela, etc. Et je parle et j'explique. Il faut faire ça. Et je donne des conseils en plus. C'est ça qui est fou. Et puis tu sais quand t'as ton enfant qui te tire le pantalon. Papa, on y va? Papa, on y va? Je dis ouais, on y va. Et en fait j'ai dit oui, on y va, mais on n'y allait pas. Et un jour. Je te jure véridique. On rentre du ski. Hein. Et on s'arrête sur une aire d'autoroute. Il y a un fast-food, pour pas citer le nom, américain, des hamburgers. Donc ok, on connaît. On aura compris. Voilà. On s'arrête, je commande à manger, on mange. Et là, une personne vient me voir. Il me dit, ah, vous êtes Pascal? Je dis, oui. Je fais bonjour. Il me dit, oui, on peut avoir une photo? Je dis, oui. Je dis, mais après manger. Elle me dit, non, j'ai pas le temps. Et là, écoute, c'est quoi? Je suis sorti de mes gonds. Je lui ai dit, écoutez, je fais cassez-vous. Je vous manquez de respect devant mes enfants là. Je vous dis que pour la photo, je suis d'accord. Mais attendez que je finisse. Vous avez pas le temps d'attendre 5 minutes. C'est que moi, je suis obligé d'arrêter mon repas pour vous. Bah non. Tu respectes pas mes enfants en fait. Et là, mes enfants m'ont dit, papa, merci. Ah, c'est la première fois que tu fais ça. Merci beaucoup. Merci pour nous. Donc ils attendaient effectivement peut-être que tu mettes des barrières et que tu ne sois pas trop accueillant et disponible pour les étrangers. Et après, j'ai commencé
à mettre ces fameuses barrières, tu vois. J'ai commencé à mettre ces fameuses barrières bien solides, en disant, voilà, ne rentrez pas trop dans mon cercle familial, personnel, tu vois. Mon cercle, c'est mon cercle, famille. Le reste, c'est le reste. Donc, et maintenant, je sais le faire. À l'école, avec les autres enfants, tes enfants, comment ça se passait? Parce non, mais on sait que parfois, ils sont un peu cruels. Alors, ils peuvent être aussi envieux, parfois cruels. Comment ça se passait en toute franchise, là encore, Pascal? Je vais te raconter un truc. De fou. Tu sais qu'il y a le harcèlement à l'école. Sujet très, très, très sensible. Voilà. Et moi, j'œuvre contre ça, justement. Et bon, on a fait, justement, il y a un film qui est sorti avec Jérémy Bellet contre la discrimination. Et le harcèlement, je vais chercher mon fils, il est au collège, première année de collège. Et je ramène tous ses potes à la maison. Je suis là, les gars, ça va, le collège, ça s'est bien passé aujourd'hui? Bah non, monsieur. Comment ça, non? Bah, il y a un grand qui nous tape. Ah, il y a un grand qui te tape. Ok. Il me dit, mais il tape aussi votre fils. Je fais, pardon? Il me dit, ouais, je regarde mon fils, je dis, écoute, on va discuter. Il me dit, oui, papa, il me dit, il faut que je te dise quelque chose. D'accord. Mais ça faisait un moment que ça durait, en fait. Il a quel âge? Il avait, le collège, 11 ans. Ouais. Et c'est les grands, tu vois, les grands, les petits. Et mon fils a eu un accident très petit. Il est tombé de sa table à langer. Il a eu un hématome extradural. Donc, en fait, il a une cicatrice au niveau du crâne qui part de la tempe jusqu'à l'arrière du crâne. Donc, moi, tu touches sa tête, je deviens fou. Et donc, le mec lui met des gifles. Tu vois? Et je lui dis, bah, écoute, mon grand, je fais demain matin, 8h30, on va être à l'école, et puis tu vas me montrer qui est-ce. Je me pointe à l'école. Je tombe sur ce jeune. Donc, je vais le voir, et je lui dis, ça va? Ça se passe bien, l'école? Il me dit, oui, monsieur. Je dis, tu le connais, lui? En lui montrant mon fils. Il me dit, ouais, non, sans plus. Je dis, tu le connais ou tu le connais pas? Il me dit, non. Je dis, parce que, apparemment, oui, parce que tu lui mets une claque derrière la tête tous les jours. Sur lui et sur ses potes. Donc, écoute-moi bien. Toi, t'es un grand, lui, c'est un petit. Moi, je suis un grand, toi, t'es un petit. À partir de demain, je viens et je te mets une claque derrière ta tête tous les jours. T'as compris? Comme ça, tu vas comprendre, tu vas savoir ce que ça fait de se faire taper par un grand. Ouais. Et du jour au lendemain. Et donc, attends, le pire, c'est que t'as un gamin qui me reconnaît. Il fait, oh, c'est presque le grand frère. Oh, t'es mort. Donc, efficace. Donc, je suis allé voir la CPE, j'ai réglé ça avec la CPE, et puis voilà, le gamin a été sanctionné, etc. J'avais demandé à rencontrer les parents. Ça s'est jamais produit. Alors, il y a quelques années, en 2018, je crois, tu t'es séparé de la maman de tes deux fistons. Question très directe, Pascal, tu y réponds ou tu n'y réponds pas. Comment ont réagi tes garçons quand vous leur avez annoncé avec leur maman que vous vous sépariez? C'est évidemment toujours un moment très difficile. On s'est séparés plus tôt, en fait, parce que l'information n'est pas bonne. Mais on s'est séparés plus tôt. On s'est séparés 3 fois. D'accord. Et je suis revenu à chaque fois. D'accord. 3 ruptures. Ouais, on a voulu retenter, en fait. On s'est dit, il y a un truc, on a encore envie d'être ensemble. Donc, vous sentiez qu'il y avait encore quelque chose? Ouais, moi, je voulais tenter, en fait. Je m'étais dit, je peux partir sur un échec. Donc, la première rupture, ils étaient jeunes, donc ils avaient 5-6 ans. Ensuite, la seconde, ils étaient plus âgés. Et la toute dernière, c'était quand j'ai rencontré après une autre personne que je vais pas citer, on s'en fout. Où c'est là, il y a une vraie rupture. Donc là, tu pars de la maison à chaque rupture ou? Ouais, je pars à chaque fois, ouais, et je reviens. Comment ils le vivent? Comment toi tu le vis aussi, cette séparation avec tes enfants? Alors, ce qui est fou, c'est que la séparation avec mes enfants, je la vis mal, je culpabilise. Et je me dis, je veux pas qui se retrouvent dans une situation que je connais à travers la télévision. C'est-à-dire que moi, j'allais voir des gamins avec des parents séparés. Souvent. Tu vois, famille recomposée. Et pour moi, c'était difficile, peut-être, de savoir qu'un jour, ils allaient avoir un beau-père. Et pour moi, c'était hors de question. C'est fou, hein? Ouais. Et avec ton ex-femme, est-ce que vous avez réussi à garder justement une relation apaisée pour les enfants, hein? Ouais, évidemment, en fait, on a toujours été intelligents, tu vois. C'est ce que je voudrais aussi passer comme message. Quand on est parents et qu'on se sépare, souvent, il y a des pseudo-guerres qui se déclenchent à travers les tribunaux. C'est mon enfant, je veux la garde. Il faut pas oublier que l'enfant, il est fait par un acte d'amour, déjà à la base, sans compter l'acte sexuel, tu vois. Mais c'est d'abord un acte d'amour. On veut des enfants ensemble, on veut construire une famille. Ça ne fonctionne pas, ok. Mais dans ce cas, on assume tous les deux, donc le papa comme la maman, les enfants. Alors des fois, c'est pas possible parce que peut-être qu'il y a de la drogue, qu'il y a de l'alcool, qu'il y a de la violence. Ça, je peux comprendre qu'il y ait des séparations. Mais dans notre cas, c'était pas ça. Il n'y avait pas ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous a éloigné vos chemins de vie? La notoriété, le parcours que tu as pris, parce que parfois, quand des parcours deviennent atypiques, et le tien en est un exemple, est-ce que ça, je te vois acquiescer, a pu jouer dans... Absolument, je pense que la télévision a contribué très fortement à la séparation, vraiment. Très fortement, parce que t'es convoité. Voilà, t'as tes jeunes filles qui viennent, toi t'es chez toi, t'as ta petite vie tranquille, pépère, voilà, t'es bien. Et puis un jour, ton regard des vies, tu te dis, tiens, on me voit beau, quoi. Voilà. C'est une découverte.
tu découvres que tu plais aux gens, tu découvres que tu plais à une certaine catégorie de femmes auxquelles tu n'aurais jamais pensé auparavant, tu vois. Et puis tu fais la connerie, tu fais la connerie de partir et tu dis mais en fait pourquoi je suis parti ? Tu reviens, donc après voilà c'est brisé, tu vois, c'est comme c'est trois effectivement. Ouais, c'est comme trois il y a ruptures, un dicton chinois qui dit un vase brisé même encollé reste un vase brisé. Donc t'as beau le polir, il est quand même brisé. J'ai lu ça m'a étonné dans une interview. Ce sont tes mots. Tu disais que tu n'étais pas facile, que tu étais parfois dur à vivre dans le couple. Mais ça, c'est pas l'image. Non, c'est pas l'image qu'on a parce qu'on a là, t'es en face de moi, on est dans ton bureau, dans une salle de sport. On a l'image d'un mec cool, très détente. Ah ouais. Ouais, raconte-nous. Je suis très exigeant. C'est-à-dire trop. Ouais. Trop. Il faut que chaque chose soit à sa place. C'est pas de la maniaquerie. Mais je suis exigeant avec moi-même déjà. Avec ta partenaire, tu attends quoi ? Déjà, faut qu'elle comprenne pourquoi je fais du sport. Il faut pas m'empêcher d'en faire parce que c'est ma drogue. Hein. Si j'ai pas ça, je deviens dingue. J'aime aussi que la personne avec qui je suis fasse du sport, donc c'était pas forcément son cas. Mais elle comprenait. Par contre, elle me suivait partout. Dans les compétitions, etc. Donc voilà, j'avais vraiment quelqu'un qui me soutenait, qui m'a toujours soutenu à ce niveau-là. Franchement, top. Je peux pas mal parler de ça. Ce serait mentir. J'ai pas été cool. Parce que je suis dur parce que je pense que je suis pas facile à vivre. J'ai un caractère. Je suis un dominant, moi, tu vois. Toi, je suis quelqu'un de dominant, donc je me laisse pas marcher sur les pieds. Dans un couple, ça peut effectivement. Et dans un couple, ça peut être voilà. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui ne se laisse pas faire également, et ben parfois tu te heurtes. Ta femme avait du caractère, donc également. Elle en avait. Donc elle en a toujours d'ailleurs. Et je salue ce qu'elle a fait aussi pour les enfants parce que elle a fallu qu'elle surmonte à un moment donné 2 enfants seuls. Parce que moi j'étais beaucoup en tournage, donc je la remercie parce que voilà, si aujourd'hui les enfants sont je dirais polis, bien éduqués, c'est aussi grâce à elle, faut pas l'oublier. Même si on s'est séparés, c'est aussi grâce à elle. Donc ça, je tenais à le préciser. Bel hommage. Alors, la question, évidemment, que tout le monde se pose, la question à 1 000 € Pascal. À l'heure où on se parle, on est le 23 avril 2021, vous savez tout, vous savez quand est enregistré ce podcast. Est-ce que tu es célibataire ? Bonne question. J'ai un joker ou pas ? Aucun joker, aucun appel à un ami. D'accord. Comment dire ? Je fais des rencontres. J'ai fait une belle rencontre. Donc voilà. J'en dirai pas plus. J'ai fait une belle rencontre. Très bien. Alors, je poursuis ma question, mais je respecte évidemment ta volonté de pas aller trop loin. Est-ce que c'est facile, quand on s'appelle Pascal le grand frère, de rencontrer ou au contraire, ça peut être problématique parce que c'est parfois à double tranchant, la célébrité. Alors, on a parfois des fantasmes. Explique-moi. Dès que tu deviens célèbre, c'est facile. Parce que tu deviens, aux yeux des gens, quelqu'un d'intéressant. Financièrement, d'intéressant en termes de charisme, tu vois, parce que voilà, quand tu fais ce que je fais, ça fait fantasmer beaucoup de femmes. Je le dis parce que c'est les retours que j'en ai eu. Mais c'est compliqué parce que tu te dis mais ces personnes-là, elles viennent pour quoi ? Est-ce qu'elles viennent pour moi ? C'est-à-dire Pascal Souetens, ou est-ce qu'elles viennent pour Pascal le grand frère ? Une question sur l'argent, là encore très direct. Ouais. Toi, tu as grandi dans un milieu simple, tu en as déjà parlé, un milieu ouvrier, un père ouvrier, pas des gros moyens. Quand tu as commencé à bosser à TF1 à l'époque, tu as commencé à gagner bien ta vie. Alors, peut-être loin des fantasmes de... Alors, très loin des fantasmes de ce que TF1 pouvait verser aux animateurs de TF1. Et je me dis qu'avec le recul, j'ai très mal négocié. Ouais. Franchement. Parce que j'avais aucune connaissance des tarifs, tarifs salariales. J'avais juste... il faut... Comment on l'enregistre ? Si tu peux manger devant. S'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut le garder au montage, cette scène où le papa dit à son fiston d'aller manger à côté parce que, en plus, gentiment, effectivement, il faisait pas de bruit, mais en radio, on entend toujours les... Voilà. Mais tu l'as dit avec fermeté et douceur. Ouais, et puis, t'as eu la réaction. Ah bon, faut y aller manger dehors. Je suis quand même dans le bureau. J'adore. Alors aujourd'hui, on te voit sur YouTube, ça marche, je le disais très fort, ta chaîne Pascal GGM, mais on ne te voit plus sur le petit écran à la télé. Est-ce que ça te manque vraiment de ne plus faire de télé ? Alors, c'est pas forcément la télé qui me manque, c'est de pouvoir aller aider les gens à travers la télévision, c'est-à-dire à travers cette machine qui est extraordinaire. La machine de la télé, c'est que toutes les portes s'ouvrent. Tu vois, quand tu viens aider un jeune, effectivement, et que tu arrives avec des caméras, tu sens la puissance de feu Ah oui, mais c'est ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que tu te dis, on ne peut que réussir. Tu vois, dans cet échange télé, émission et l'entraide, ça peut que fonctionner. Vraiment, ça peut que fonctionner. Ça me manque. Je veux pas dire non, ce serait mentir, dire ouais, non, je suis plus à la télé. Après, l'avantage, c'est que
on me reconnaît toujours, donc c'est plutôt c'est flatteur, tu vois. Mais ça, dans la rue, effectivement, ça n'a pas changé. Il y a toujours ce même... Mais toutes les générations. Tu vois, que ce soit des papis, des mamies, des jeunes, des très jeunes, et même des parents qui me croisent, des parents qui me disent, tu vois, c'est lui que je vais appeler si t'es pas sage. Et moi, souvent, je me lasse les petits-enfants, je dis, hey, je travaille à l'école et respecte papa, maman, sinon, je vais te gronder. Et les petits, ils prennent peur. Les yeux effarés. Et je suis sûr qu'ils savent pas qui je suis, tu vois. Parce que les parents disent, ouais, c'est lui, j'ai Pascal le grand frère, c'est lui que je vais appeler pour toi. Parce que tu fais des bêtises. Le père fouettard de... Donc, en fait, ça me collera à la peau tout le temps. Tu vois. Et je vais pas cracher dessus parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui aussi, tu vois. Donc, Allez, pour conclure cette discussion, imaginons que tes 2 enfants, tes 2 garçons nous écoutent. Écoute ce podcast, cette discussion, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Il y a déjà pas mal de messages que tu as passés entre les lignes, mais là, voilà, tu peux t'adresser à eux, un par un, 20 secondes chacun, 30 secondes. Prends le temps que tu veux. Quel message aimerais-tu leur adresser? Lucas, sache que je suis très fier de toi, mon fils. Vraiment. Toi, ça me touche de leur parler comme ça. Enzo, également, je suis très fier de toi. Mes 2 garçons, vous êtes tout ce qui me représente dans vos qualités avec les gens, dans le côté intrinsèque aussi de nos relations. Je vous aime fort, si vous saviez, mais à quel point, vous pouvez pas imaginer comment. Mais je pense que vous le savez déjà. Et j'adore la relation que l'on a réussi à reconstruire depuis tout ce qui s'est passé. Et je voulais aussi m'excuser de vous avoir fait du mal parce qu'on s'était séparés avec la maman. Je sais que ça vous a blessé, je sais que ça vous a touché, je sais que ça vous a meurtri. Et je voulais m'excuser pour ça et peut-être vous dire que finalement, je suis pas le papa parfait. Donc, mais je vais m'améliorer. Comptez sur moi. Merci Pascal. Merci à toi. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.